Merci. Donc, je vais appeler maintenant nos deux intervenantes, Sandrine Lotte et Christiane Pochulu. Sandrine Lotte, qui est coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des deuils, des transitions de vie, des épisodes de vulnérabilité. Et Christiane Pochulu, que vous connaissez, qui est patiente experte BPCO et vice-présidente de Santé Respiratoire France. Alors, on va aborder un thème qui, effectivement, est un petit peu l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglo-saxons. On n'en parle jamais de ces situations. Et pourtant, vous avez entendu Sylvie, Patrice, Marie-Hélène qui en ont parlé. La mort plane aussi, hein, quand on est dans des situations, et parfois en aigu, parfois de façon brutale, ou simplement parfois de façon programmée, attendue, inévitable. Et donc, Sandrine, première question. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui renforce encore plus le sentiment de solitude que l'on peut avoir quand on est aidant ? Bonjour, alors merci pour l'invitation, merci pour cette question. Et effectivement, on l'a entendu, on l'a senti omniprésente, cette idée, cette peur de la mort qui est vécue par l'aidant et l'aidé, et qui peut avoir du mal à s'en parler. Et qui rencontre des difficultés à trouver des espaces de parole libres pour exprimer cette peur et de ce fait renforcer son sentiment d'isolement. Il y a des réflexes qui peuvent s'entendre quand l'un parle de la peur de la mort, c'est qu'on dise « pense pas à ça surtout », mais non, c'est pas ce qui va arriver. Et même si on le dit avec une intention plutôt mobilisatrice, eh bien, on ferme l'espace de parole que la personne essayait de saisir. Christiane, les situations de deuil, évidemment, sont omniprésentes. Quel est là aussi votre regard sur cette question ? Alors, généralement, quand on fait une intervention, on a toujours le cœur qui bat un peu plus fort, mais là, aujourd'hui, il bat très très fort parce qu'on va rentrer justement, on va monter sur l'éléphant. Et donc les chrétiens du Moyen-Âge avaient l'habitude de prononcer régulièrement une locution latine qui était Memento Mori. Et Memento Mori, on le traduit généralement par rappelle-toi que tu vas mourir. Et donc c'était une manière de se préparer à l'idée de la mort, de la fin de vie. Mais de nos jours, c'est plutôt une notion, vous venez de le dire, hein, qu'on écarte, qu'on refuse d'aborder. Et donc, je vais mettre les pieds dans le plat. Et en revanche, il est certain que pour un patient, cette pensée-là peut devenir obsédante à certains moments, notamment au moment des phases aiguës de la maladie, qu'elle soit hospitalisée ou pas, les questions surgissent et deviennent complètement envahissantes. Et ça donne comment ça va se terminer, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais souffrir, est-ce que je serai seule, où vais-je mourir, enfin des questions extrêmement concrètes. Et dans ces moments, le patient peut renoncer à en parler, d'une part à cause d'une difficulté à mettre en mots ces questions, et puis souvent surtout par souci de protéger en fait son entourage et ses aidants, parce qu'il ne veut pas peser plus lourd qu'il ne pèse déjà habituellement avec sa maladie au quotidien. Et pourtant, il me paraît évident, et la question a été déjà abordée dans plusieurs interventions, que ces préoccupations sont aussi celles du proche aidant, qui se demande, lui, comment il va pouvoir soutenir et accompagner, et quelles solutions seront envisagées et quelles décisions il aura à prendre. Et puis aussi, dois-je aborder, quand je suis aidant, ces sujets ou pas ? Et si je dois le faire, quand ? À quel moment ? Donc dans ce contexte très délicat, l'aidant peut lui aussi éprouver une grande appréhension et avoir la crainte de heurter le patient en abordant directement le sujet de la fin de vie. Donc ce silence
ces non-dits, comme cela a été dit justement, créent une tension où chacun évite de parler ouvertement. Et dans une telle relation, quand les non-dits s'accumulent, on évite toutes ces discussions douloureuses. Et le patient préfère se taire plutôt que de souffrir en silence, plutôt que de voir l'inquiétude sur le visage de ceux qui lui sont proches, qui lui sont chers. Alors, ce contexte où l'angoisse de la fin de vie plane sans être verbalisée rend la question encore plus pesante, en fait. On est face à un sujet tabou, tout simplement. Alors, néanmoins, il me semble que envisager un événement n'est pas le faire survenir. Ça, c'est la première chose. Et pour ma part, au lieu de garder ces angoisses et ces questions sans réponse, j'ai choisi d'y faire face. Et ça s'est fait en 3 étapes. Alors, le premier moyen d'y réfléchir, ça a été ce fameux formulaire qui permet de désigner une personne de confiance. Quand on est hospitalisé pour une raison ou pour une autre, on a tous à remplir ce formulaire qui désigne, si la situation dérape, quelqu'un qui peut prendre le relais, se faire l'écho de nos souhaits. Bon, pour ma part, j'ai décidé une bonne fois pour toutes d'en avoir un tout le temps sur moi, quoi qu'il arrive. Et voilà, donc il faut prévenir, bien sûr, la personne, lui demander si elle est d'accord d'être notre personne de confiance, mais ça rassure quand même, sachant que quelqu'un saura se faire l'écho de nos souhaits. La deuxième étape de mon cheminement face à ces questions a eu lieu pendant la crise sanitaire. Qui d'entre nous, gavés que nous étions de tous les morts au quotidien, de toutes ces images filmées en réanimation que nous recevions, qui ne s'est pas demandé, et moi, qu'est-ce que je voudrais pour moi si je me retrouve dans cette situation, si je suis inconscient, est-ce que je voudrais être réanimé, est-ce que je ne voudrais pas être réanimé? Et donc je me suis posé toutes ces questions, mais en fait c'était très anxiogène, c'était des ruminations permanentes, d'autant plus que je recevais à ce moment-là beaucoup d'appels d'autres patients, puisque je suis patiente expert et que j'essayais au mieux de les accompagner aussi dans leurs angoisses. Et à un moment donné, fatiguée par ces pensées en boucle qui ne me faisaient absolument aucun bien, j'ai non sans mal, pris l'initiative d'en parler à ma soignante finalement avec laquelle j'ai le plus de proximité, qui est ma kinésithérapeute, chez qui je vais 2-3 fois par semaine, et qui a une particularité, c'est que sa patientèle est composée exclusivement de patients respiratoires, et d'autre part, elle était le matin à l'hôpital en face, la référente au service de réanimation. Donc elle avait des patients Covid depuis 6 mois à longueur de temps. Et donc je lui ai dit, Monica, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et elle me parle donc des fameuses directives anticipées que l'on peut rédiger. On trouve le formulaire facilement sur Internet et où on peut justement exprimer ces fameux souhaits dans les situations d'urgence où on ne peut pas s'exprimer, où on n'a pas la parole. Et alors je suis même allée très loin sur des questions très pragmatiques. Je lui ai dit, mais ok, je remets mes directives anticipées à mon pneumologue, à mon médecin traitant, mais quand j'arrive en réa, je suis dans l'urgence. Elle me dit, le plus simple, tu les mets dans ton sac. Donc les directives anticipées, parce que c'est ce qui se passe en réa, en fait, ils ouvrent, ils regardent un peu, enfin, ne serait-ce que le nom d'une personne, enfin, ils ont besoin d'informations pour nous situer. Et donc depuis, la personne de confiance et les directives anticipées sont dans mon sac avec moi. Comme ça, je sais que quoi qu'il arrive, ces 3 feuilles de papier, c'est là et ce sera entendu. Alors, donc, une fois rédigées, je les ai remis à mes soignants. Et une fois que la crise est passée, une autre interrogation est arrivée. Je me suis dit, OK, il y a l'urgence, mais il n'y a pas que l'urgence. Tu as aussi une maladie qui a une évolution extrêmement lente, extrêmement progressive, et ta fin de vie ne se fera pas forcément dans un grand chaos, mais peut-être de manière très très lente, justement.
Et à ce moment-là, il faudra prévoir des soins à plus long terme et plus importants qu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, le mot est arrivé à mon esprit, qui est celui des soins palliatifs. Donc, c'est la 3e étape. J'ai commencé par repérer sur Internet les structures de soins palliatifs qui n'étaient pas trop loin de mon domicile, évidemment. J'en ai repéré 2 qui me semblaient me convenir. Et là, donc, avec moins de difficultés, pour le coup, j'en ai parlé à mes soignants. Les 3, donc la kiné, le médecin traitant, le pneumologue, tout le monde y a eu droit. Je n'ai pas quelque chose de très facile, mais finalement, je me suis aperçue d'une chose à laquelle, quand on est patient, on ne pense pas forcément, c'est que ces soignants, ces questions-là font partie de leur quotidien. Et les structures dont j'ai parlé, ils les connaissaient, ils avaient l'habitude de travailler avec. Donc finalement, c'était les personnes les mieux placées pour me guider, pour me conseiller. Donc j'ai pu vraiment parler, questionner à cœur ouvert, je dirais, et prendre avec eux pas encore des décisions, mais être sûr en tout cas qu'ils allaient vraiment me soutenir dans ces moments-là. Et donc les solutions sont multiples, peut-être d'autres en parleront. Hospitalisation complète, suivi à domicile, et aussi il existe des maisons de fin de vie, trop peu en France, qui sont extraordinaires. Et donc j'insiste vraiment une nouvelle fois sur la nécessité d'oser en parler avec ses soignants. C'est pas forcément facile pour eux, j'imagine non plus, mais finalement, ce sont les interlocuteurs privilégiés. Le maître mot à la fin de cette démarche a été le mot apaisement. Voilà, parce que savoir qu'on a la possibilité de ne pas mourir seul et de mourir sans souffrir, c'est extrêmement rassurant, même si l'idée de la mort n'est jamais quelque chose de riant. Sandrine, on va poser la question à Sandrine, justement, puisque vous avez l'habitude d'accompagner, et c'est vrai qu'il y a cette inquiétude au début, on ne veut pas aborder la question, et finalement, ça fait du bien de l'aborder, même si c'est douloureux. C'est fréquent d'avoir ce type de réaction? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Appuyez sur le bouton. Tout à fait, ces réactions sont fréquentes. Merci beaucoup pour ce témoignage qui me permet de faire le lien avec les structures avec lesquelles je travaille et quelques ressources que je partage. Alors, Happy End, effectivement, Happy End qui est une plateforme ressources autour de la mort et du deuil et qui organise des apéros de la mort. Eh oui, alors... oser en parler, parce qu'on ne meurt pas d'en parler, et puis une fois qu'on en a parlé, il nous reste à vivre. Le terme apéro de la mort, je l'ai vu, suscite des réactions, et je comprends, bien sûr. Il s'agit de réinvestir des lieux de vie, que sont les cafés, où des adultes ayant tous en commun d'être mortels, et de peut-être avoir peur de la mort de leurs proches, ou peut-être l'avoir vécu, puissent se réunir, discuter dans un espace sécurisé où tout peut se dire. Il ne s'agit pas d'espace thérapeutique. Ils sont co-animés, certes, par une professionnelle, mais ensuite par une personne qui a la capacité à s'effacer et à laisser parler les gens entre eux. Et alors, j'ai envie de vous partager l'expérience que j'ai vécue lors de mon dernier apéro de la mort, puisque je suis ambassadrice à Lille. Et un couple était présent. Un monsieur atteint de la sclérose en plaques et son épouse. Son épouse qui est elle-même aidante de son mari et de sa maman qui a Alzheimer. Et ce monsieur est venu dire, voilà, moi je sais, je suis en route vers là-bas, hein, mais ça me fait du bien de montrer à ma femme qu'il y a des espaces où elle va pouvoir en parler après. Et cette dame était présente et les deux sont repartis main dans la main, apaisés, en ayant échangé avec d'autres personnes présentes, en ayant même créé un groupe WhatsApp. Ils ont promis de se revoir. Et donc, voilà, c'est l'effet waouh de ces moments d'apaisement et de rencontre. Et je rejoins effectivement ce qui a été formulé sur les soins palliatifs. Moi, on a parlé d'informer, de former. Il y a la formation Dernier Secours qui est diffusée par les soins palliatifs et qui peut permettre à des duos aidants aidés
de se questionner sur jusqu'où et comment. Et c'est ce genre d'expériences qui, certes, nous font affronter nos peurs, mais de toute façon, la peur, elle est venue s'inviter. Hein. On va coexister avec elle, on va faire un long bout de chemin avec elle. Donc, plus on pourra l'apprivoiser, plus on pourra l'accompagner dans l'ensemble des sphères, plus on avancera sereinement. Merci. Vous pouvez regagner